C'est juste une réunion, m'a dit mon père quand j'ai appris que je n'étais pas invitée à la grande fête de fiançailles de mon frère. Ne fais pas d'histoire. J'ai donc posté un selfie depuis un spa de luxe à l'autre bout du pays. Quelques heures plus tard, alors que leur fête parfaite tournait au désastre, c'est toute ma famille qui faisait exploser mon téléphone, me suppliant de venir réparer les choses. Mais j'étais trop occupée à siroter du champagne dans mon peignoir. Avant de tout vous raconter en détail, et croyez-moi, chaque détail compte, j'aimerais vous saluer. Vous qui m'écoutez, d'où que vous soyez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville, de quelle région ou de quel pays vous suivez cette histoire. J'adore voir jusqu'où ces récits voyagent. Quelle heure est-il chez vous en ce moment? Ici, dans mon souvenir, le temps s'était arrêté. Et maintenant, revenons à mon atelier. Mon sanctuaire. C'était plus qu'un lieu de travail. C'était un refuge. Mon atelier de restauration de livres anciens à Besançon était petit, niché au fond d'une cour pavée, mais il était à moi. L'air y sentait ce que j'aimais le plus au monde, l'odeur complexe du vieux papier, un mélange de vanille, de cuir, de colle d'amidon chaude et de cette indéfinissable poussière du temps. Mes outils étaient rangés avec une précision maniaque. Les plioirs en os, les presses, les couteaux à parer, et les fers à dorer, alignés comme des soldats. Mon travail n'est pas un métier, c'est un art de patience. Je passe mes journées à suturer des pages, à redonner vie à des reliures que d'autres ont condamnées. Cet après-midi-là, la lumière dorée de l'automne filtrait à travers la grande verrière, tombant en biais sur mon établi. Dessus, reposait un livre d'or. Un volume imposant datant de la fin du XIXe siècle, relié en maroquin rouge, avec des armoiries dorées presque effacées. Le cuir était craquelé, les coins écornés. Un travail magnifique m'attendait. Ce livre n'était pas un client ordinaire. Il appartenait à la famille de Faustine. Faustine, la fiancée de mon frère, Sidoine. Elle me l'avait apporté la semaine précédente, ses talons au claquant sur le plancher de mon modeste atelier. Héloïse, chérie, avait-elle roucoulé, son regard balayant mes étagères chargées avec une pitié à peine déguisée. Tu es la seule en qui j'ai confiance pour ça. C'est un trésor de famille. Il faut absolument qu'il soit comme neuf pour la fête de fiançailles. Mes parents y tiennent énormément. Elle avait insisté sur le mot « fête » en le prononçant comme s'il s'agissait d'un couronnement. Je travaillais dessus gratuitement, bien sûr. C'était ma participation, mon cadeau. J'avais mis de côté le manuscrit d'un client payant pour me consacrer à ce caprice. J'étais en pleine dorure à la feuille. Une opération d'une délicatesse extrême. Mon outil de mise en forme chauffait doucement. Je devais redorer une partie des armoiries. J'ai retenu ma respiration, attrapé une feuille d'or 22 carats avec ma palette. BZZZT. BZZZT. Mon téléphone. Posé sur l'établi. Une vibration stridente dans le silence monacal. J'ai sursauté. Ma main a dévié. D'1 millimètre. Le fer chaud a glissé, manquant la zone de préparation et venant mordre le cuir ancien, juste à côté de l'armoirie. Un sifflement presque imperceptible. Une odeur de cuir brûlé. J'ai lâché un juron, le cœur battant. J'ai posé l'outil, les mains tremblantes. Une marque. Une cicatrice noire, indélébile. J'avais abîmé la pièce. Furieuse contre moi-même, et plus encore contre l'interruption, j'ai essuyé mes mains sur mon tablier de lin et j'ai saisi le téléphone. Un message de Sidoine. Mon frère aîné. Le garçon en or de la famille. Le message était court. Si court qu'il m'a fallu plusieurs secondes pour en comprendre le sens. 5 mots. Salut. Fête ce week-end. Liste d'invités très serrée. J'espère que tu comprends. J'ai cligné des yeux. J'ai relu. Liste serrée? Qu'est-ce que ça voulait dire? J'ai d'abord cru à une blague. Peut-être qu'il voulait dire que la liste était bouclée et que j'étais la dernière? Mon esprit refusait d'accepter l'évidence. J'ai regardé le livre d'or sur mon établi. Le livre pour la fête. Puis j'ai regardé la brûlure, cette cicatrice que ma propre main avait créée à cause de ce message. Une vague de froid m'a envahi.
Ce n'était pas une blague. Je ne comprenais pas. J'étais sa sœur. J'étais la personne qui avait passé des nuits blanches à concevoir leur premier faire-part, celle qui avait écouté Faustine se plaindre pendant des heures de la couleur des serviettes. Et j'étais celle qui tenait l'héritage de sa famille entre ses mains, un héritage que je venais de marquer au fer, comme un animal. Ce n'était pas une simple goutte de colle. C'était une marque indélébile. Et je savais, avec une certitude glaciale, que ce n'était que le début de la catastrophe. Mes doigts étaient engourdis. Je ne sentais plus le cuir sous mes paumes. J'espère que tu comprends. Ces mots tournaient en boucle dans mon esprit, chaque syllabe un petit coup de marteau. Comprendre quoi? Comprendre que j'étais exclue? Comprendre que mon travail, mon temps, ma présence, tout cela n'avait aucune valeur? La panique a commencé à monter, une bile amère dans ma gorge. C'était impossible. Sidoine était peut-être égocentrique, mais il n'était pas cruel. Pas à ce point. C'était une erreur, un malentendu. Mon premier réflexe. Le réflexe de toute une vie. Appeler mon père. Martial. Notre patriarche. L'arbitre. Celui qui avait toujours le dernier mot, et dont le dernier mot était invariablement en faveur de Sidoine. J'ai composé son numéro, mes doigts glissant sur l'écran. La sonnerie a retenti. Une fois. 2 fois. 3 fois. À la 4e, il a décroché. Sa voix était agacée. Impatiente. Héloïse? Je suis en pleine réunion. Qu'y a-t-il d'urgent? Urgent. Ce mot. Comme si je ne l'appelais que pour des futilités. Papa, j'ai commencé, ma propre voix me semblant faible, je viens d'avoir un message de Sidoine. À propos de la fête de fiançailles. Il dit que je ne suis pas invitée? J'attendais une exclamation. Quoi? C'est ridicule. Laisse-moi l'appeler, il y a une erreur. Au lieu de cela, il y eut un très long silence. Un silence lourd, pesant, qui en disait plus que n'importe quel discours. Puis, le soupir. Ce soupir. Je le connaissais par cœur. C'était le soupir de « Héloïse, ne complique pas les choses ». C'était le soupir qui précédait toujours une excuse pour Sidoine. Écoute, Héloïse, commença-t-il, son ton passant de l'agacement professionnel à la condescendance paternelle. C'est juste une petite réunion. Tu sais, la famille de Faustine, ils sont différents. C'est très formel, très chic. C'est dans leur domaine viticole. Je ne comprends pas leur rapport, papa. Je suis sa sœur. Ne fais pas tout un plat de rien, dit-il, sa voix se durcissant. Sidoine est sous pression. Tu sais comment il est. Le mariage, son nouveau poste. Il n'a pas besoin de ce stress supplémentaire. De ce stress? Je suis un stress? L'indignation commençait à percer la couche de choc. Héloïse, il a coupé, sec. Faustine et ses parents veulent que tout soit parfait. Ne mets pas ton frère dans l'embarras. Tu comprends? Laisse tomber, c'est tout. Clic. Il avait raccroché. Pas de « je suis désolé ». Pas de « je vais lui parler ». Juste laisse tomber. Comme on jette un vieux chiffon. Je suis resté là, le téléphone collé à mon oreille, écoutant la tonalité morte. Ne mets pas ton frère dans l'embarras. C'était le refrain de ma vie. Et soudain, je n'étais plus dans mon atelier. J'avais 16 ans. Le flashback m'a frappé avec la violence d'un coup de poing. L'été de mes 16 ans. L'odeur de l'herbe coupée et de l'essence. La vieille Twingo verte de mon père. Sidoine, qui venait d'avoir 18 ans et son permis, l'avait prise sans permission pour frimer devant ses amis. Il avait bu. Il avait embouti l'arrière de la voiture contre le vieux platane au fond du jardin. Je me souviens de mon père, sortant en trombe de la maison, le visage rouge de fureur. Sidoine était en larmes. Pas des larmes de remords. Des larmes de peur. Je n'étais même pas avec lui. J'étais dans ma chambre, je lisais. Et Sidoine, entre deux sanglots, avait dit, « C'est Héloïse. » Elle n'arrêtait pas de me supplier de la laisser conduire. Je ne voulais pas, mais elle a insisté,
elle a dit que tu ne verrais rien. Je me souviens être sortie sur le porche, en pyjama, confuse. Le regard de mon père s'était tourné vers moi. Une déception si lourde, si totale. Il n'avait même pas posé de questions. Sidoine pleurait, j'étais muette de stupeur. L'affaire était entendue. Mon châtiment? J'avais été privée de sortie pendant tout l'été. J'avais dû repeindre le portail et tondre la pelouse tous les week-ends. Sidoine, lui, avait eu une voiture neuve pour sa rentrée à l'université. C'était ça, mon rôle. J'étais le bouc émissaire. L'amortisseur. La responsable silencieuse qui encaissait les coups pour que Sidoine, le garçon en or, puisse continuer à briller. Une larme chaude a roulé sur ma joue et s'est écrasée sur mon tablier de lin. Je l'ai essuyé d'un revers de main rageur. La scène a changé. Il y a 6 mois. Le téléphone qui sonne à 3 heures du matin. Sidoine, paniqué. Hello, j'ai besoin d'aide. J'ai foiré un truc au boulot. C'est une histoire de trésorerie. J'ai besoin de 2000 €, vite, avant lundi, sinon ils s'en rendent compte. Je te jure que je te rembourse le 5 du mois prochain. J'économisais. J'économisais pour une nouvelle presse à relier. Un outil magnifique, ancien, qui m'aurait permis d'accepter des contrats plus importants. Mais c'était Sidoine. C'était urgent. J'avais vidé mon compte épargne professionnel. Les 2000 € étaient sur son compte avant le lever du soleil. C'était il y a 6 mois. Il n'avait jamais remboursé. Il n'en avait même plus jamais parlé. De l'accident de Twingo à 16 ans aux 2000 € à 32 ans, mon rôle n'avait pas changé. J'étais la mécanicienne de l'ombre, celle qui réparait silencieusement les pots cassés. J'ai regardé le livre d'or. J'ai regardé la cicatrice sur le cuir. C'était la première fois que ma main tremblait à cause d'eux. Mais ce que j'ignorais, c'est que cette fois, le moteur n'était pas seulement cassé. Il était irréparable. J'essayais de reprendre une respiration normale. De calmer le tremblement de mes mains. C'est juste une petite réunion, avait dit mon père. Très formelle. Peut-être qu'ils avaient raison. Peut-être que c'était une de ces fêtes snob et guindées où je ne m'amuserais de toute façon pas. J'étais douée pour ça. Rationaliser leur comportement. Trouver des excuses à leur négligence. C'était mon second métier. Mon téléphone a sonné. Un ping joyeux. Ce n'était ni Sidoine, ni mon père. C'était Léonie. Ma cousine. La fille du frère de ma mère. Nous avions le même âge, et elle était la seule dans cette famille élargie qui m'avait toujours traitée comme une égale, et non comme l'ombre de Sidoine. Le message disait « Hello. Tu ne devineras jamais. Je viens de recevoir le vite pour les fiançailles de Sidoine et Faustine. C'est à Colmar, dans un domaine viticole. Ça a l'air dingue. J'ai trop hâte de te voir. Tu mets quoi? Attends, c'est bizarre. Je ne trouve pas ton nom sur la liste des invités. Ça doit être un bug, non? Chaque mot était un petit clou enfoncé dans ma poitrine. Vite. Domaine viticole? Liste des invités? Mes doigts étaient gourds. Je n'ai rien reçu, Léo. C'est quoi, cette histoire? Tu peux me le transférer? Les 3 petits points de Léonie sont apparus, ont disparu, puis sont réapparus. Le signe d'une hésitation. Oh. C'est gênant. Oui, bien sûr. Je te l'envoie tout de suite. Une seconde plus tard, un nouvel email est apparu dans ma boîte de réception. Expéditeur, Léonie. Objet, FWD, célébration de fiançailles, Sidoine et Faustine. J'ai ouvert l'email. Ce n'était pas une petite réunion. L'écran de mon ordinateur s'est rempli d'une aquarelle délicate de vignobles alsaciens. Des lettres dorées calligraphiées annonçaient « Rejoignez-nous pour célébrer l'amour et les fiançailles de Sidoine et Faustine au domaine de la Vigne d'Or. » J'ai fait défiler. Le choc était si violent qu'il en devenait presque comique. Il y avait un programme. Un programme sur 3 jours. Vendredi soir, cocktail dînatoire de bienvenue et dégustation de créments. Samedi après-midi, visite privée déchets et ateliers énologiques.
Samedi soir, le grand dîner de fiançailles. Et puis, il y avait la liste. La liste d'invités. Pas la liste des invités, non. La liste des fournisseurs et partenaires. Traiteur, le chêne d'argent, Paris. Fleurs, l'orchidée rare, Strasbourg. Musique, quatuor à cordes de l'Opéra du Rhin. J'ai failli m'étouffer. Le chêne d'argent? Un traiteur de luxe parisien? Ils avaient l'argent pour ça, mais Sidoine ne pouvait pas me rembourser mes 2 000 €. L'argent que j'avais gagné, centime par centime, en passant des heures à gratter de la vieille colle sur des dos de livres. Et enfin, j'ai cliqué sur le lien « Invité confirmé ». Ce n'était pas une liste serrée. Il y avait plus de 100 noms. 124, pour être exact. Les collègues de Sidoine de sa nouvelle start-up. Les amis de Faustine de son école de commerce. Des cousins au 3e degré que je n'avais pas vus depuis l'enterrement de grand-père. L'intégralité du club de golf du père de Faustine. Le nom de mes parents. Le nom de ma grand-mère, Odette. Le nom de Léonie. Mon nom n'était nulle part. J'ai posé le téléphone. J'ai reculé de mon établi. La nausée m'a prise. Ce n'était pas un oubli. C'était un acte délibéré. C'était une exécution sociale. J'ai rappelé Léonie. Elle a décroché à la première sonnerie. Hello? Tu l'as vu? Je l'ai vu, ai-je réussi à articuler. Léo, qu'est-ce qu'ils ont dit aux gens? Pourquoi je n'y suis pas? Nouveau silence. Plus long, cette fois. Gêné. Héloïse, je ne devrais peut-être pas. Dis-le-moi, Léonie. S'il te plaît. J'ai besoin de savoir. Elle a soupiré. Un soupir triste, cette fois. J'ai entendu ma mère au téléphone avec ta mère. Tante Claire. Apparemment. Sidoine a dit à tout le monde que tu étais complètement débordé par un gros contrat pour un musée. Que tu étais trop stressé et trop fatigué pour venir. J'ai fermé les yeux. La douleur était physique, une pointe de glace dans le sternum. Et, il a aussi dit, reprit Léonie, sa voix baissant d'un ton, que tu ne t'entendais pas vraiment avec Faustine. Que tu étais un peu jalouse. Et que tu avais décliné l'invitation toi-même pour ne pas créer de malaise. Un mensonge. Un mensonge éhonté. Il ne m'avait pas seulement exclu. Il m'avait sali. Il m'avait transformée en la méchante de l'histoire. La sœur aigrie, jalouse, asociale, qui boudait dans son atelier poussiéreux. Il m'avait volé ma propre narration, me peignant comme l'antagoniste pour justifier leur propre cruauté. Hello? Tu es là? Je suis là, ai-je murmuré. Merci de m'avoir dit la vérité. C'était la trahison de trop. Être oublié, c'est une chose. Être utilisé, j'en avais l'habitude. Mais être calomnié? Être activement effacé et remplacé par une version de moi qui les arrangeait? Si vous étiez à ma place, qu'auriez-vous fait à ce moment précis? Auriez-vous appelé Sidoine pour hurler? Auriez-vous confronté votre père, email à l'appui? Ou auriez-vous fait quelque chose de complètement différent? Dites-le moi dans les commentaires. J'ai vraiment besoin de savoir si j'étais la seule à ressentir cette rage froide. Il n'avait pas seulement fermé la porte. Il l'avait verrouillée, avait jeté la clé, et racontait à tout le monde que j'étais trop folle pour savoir comment l'utiliser. Mais ils avaient sous-estimé une chose, je savais comment forcer une serrure. Je suis restée assise sur ce tabouret pendant ce qui m'a semblé être 1 heure. Immobile. Le soleil avait commencé à descendre, plongeant mon atelier dans une lumière grise et froide. Le livre d'or de Faustine gisait sur l'établi. Une insulte. Une blague macabre. Et puis, mon téléphone a sonné. Encore. Mon père. J'ai décroché. J'ai appuyé sur le haut-parleur et j'ai posé le téléphone sur l'établi. Je n'ai rien dit. Héloïse, a-t-il commencé, sa voix faussement patiente. Mais cette fois, il y avait une nuance d'acier. Tu as parlé à Léonie. Elle a appelé ta mère, complètement paniquée, en lui demandant pourquoi tu n'étais pas sur la liste. Tu es en train de mettre tout le monde mal à l'aise.
Le calme qui m'a envahi était terrifiant. Ce n'était pas de la tristesse. C'était une rage froide, pure, distillée. C'est moi qui mets les gens mal à l'aise, ai-je demandé, ma voix basse, méconnaissable. Pas l'email de 124 invités? Pas le traiteur parisien? Pas le mensonge que Sidoine raconte à toute la famille? Il y eut un silence. Il ne s'attendait pas à ça. Il s'attendait aux larmes. Je t'ai menti, ai-je continué. Enfin, non. Tu m'as menti. Je n'ai pas. Écoute, c'est compliqué, a-t-il tenté. Sidoine a ses raisons. Faustine, elle pense que tu sais, tu es toujours un peu, à part. Que tu n'es pas à l'aise dans ce genre d'endroit chic. Elle ne voulait pas te mettre dans l'embarras. Pas à l'aise, ai-je répété, incrédule. J'ai passé 2 nuits blanches, il y a 2 mois, à concevoir et imprimer leur stupide save the date, parce que Faustine avait décidé à la dernière minute qu'elle ne sentait pas le graphiste professionnel qu'ils avaient payé. J'ai été à l'aise pour ça. J'étais à l'aise pour donner 2000 € à Sidoine. Je suis à l'aise pour restaurer gratuitement l'héritage de sa famille. Ma voix avait monté. Je tremblais. Héloïse, ça suffit, a-t-il tranché, sa voix devenant glaciale. Tu dépasses les bornes. Sidoine est le futur de cette famille. Il fait quelque chose de sa vie. Parfois, la famille doit savoir rester à sa place. Pour le bien de tous. Clic. Il avait raccroché. Rester à sa place. Ma place. Le paillasson. Le portefeuille d'urgence. Le bouc émissaire. Elle artisane ou main sale. Cette fois, le clic du téléphone n'était pas une fin. C'était un coup de pistolet de départ. C'était le son de la dernière chaîne qui se brisait. J'ai regardé le livre d'or endommagé. J'ai pensé à l'accident de Twingo. J'ai pensé aux 2000 €. J'ai pensé aux mensonges. J'ai réalisé quelque chose de simple. Je passais ma vie à restaurer des livres. À sauver des histoires endommagées, à réparer des dos cassés. Mais je laissais ma propre famille déchirer la mienne, page après page, sans rien dire. J'ai arrêté de restaurer leurs livres. J'ai décidé de me restaurer moi-même. Je me suis dirigé vers mon ordinateur. Mes mouvements étaient précis, délibérés. Comme lorsque je commence une reliure compliquée. J'ai ouvert mon compte en banque. Le compte épargne professionnel. L'argent pour ma nouvelle presse. Il était là, un rappel de mon sacrifice. Puis j'ai ouvert un autre onglet. Sofitel Gibraltar Assassi et Spa. Un endroit mythique. Un de ces endroits que je regardais en ligne les soirs de déprime, en me disant un jour, peut-être. Un sanctuaire de luxe, de silence et de guérison. Un endroit à l'opposé exact de Colmar. Un endroit à l'autre bout du pays. Un endroit où l'air est iodé et où personne ne connaît mon nom. J'ai cliqué sur Réserver. Suite Prestige. Vue imprenable sur l'océan. 6 jours. Le forfait, détox et sérénité. Puis j'ai ouvert le site de la SNCF. Billet de TGV Besançon, Auray. Changement à Paris. Première classe. Aller simple. Le montant total s'est affiché. Il était exorbitant. Il était presque exactement le montant que Sidoine me devait, plus les intérêts pour la douleur et la souffrance. Mes doigts tremblaient au-dessus de la souris. C'est fou. C'est irresponsable. Je ne peux pas. Et une autre voix, nouvelle, plus forte, et pourquoi pas? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Ma place? Ils me l'ont déjà prise. J'ai cliqué sur Confirmer le paiement. Une vague d'adrénaline pure m'a envahi, plus puissante que n'importe quel café. Je n'étais ni triste, ni en colère. J'étais vivante. L'email de confirmation est arrivé avec un ding satisfaisant. J'ai pris une capture d'écran. J'ai ouvert Instagram, un compte que j'utilisais à peine, surtout pour suivre d'autres restaurateurs. J'ai posté la photo de ma réservation de train et celle de la suite vue mer. Avec une seule légende. Quand tu n'es pas sur la liste, tu crées la tienne. Rendez-vous sur la côte. #Quiberon #liberté. J'ai éteint mon téléphone.
J'ai fermé l'atelier à double tour. Le livre d'or de Faustine était toujours là, sur l'établi. Ouvert. Comme une blessure béante. Je l'ai laissé. Je ne réparais plus pour les autres. Je partais me réparer moi-même. Le TGV de première classe était un monde à part. Un cocon de silence feutré, à des années-lumière du chaos qui couvait dans ma tête, j'en étais sûre, en Alsace. Le siège en cuir était plus confortable que mon canapé. Il s'inclinait presque à l'horizontale. On m'a servi une coupe de champagne avant même que nous ayons quitté la gare de Besançon-Viotte. J'ai tenu la flûte, mes doigts un peu tremblants. Je ne savais pas si c'était à cause de l'excitation ou de la peur. J'ai regardé les paysages de Franche-Comté défiler. Les forêts denses, les vaches, puis les plaines sans fin. À chaque kilomètre, je sentais un poids se détacher de mes épaules. Une vertèbre à la fois. C'était un mélange étrange de culpabilité et d'euphorie. J'avais dépensé plus d'argent en 10 minutes que je ne m'étais autorisé à en dépenser pour moi-même en 10 ans. Mais chaque bulle de champagne qui pétillait sur ma langue avait le goût de la justice. Le changement à Paris-Gare de Lyon fut rapide, mécanique. Je me déplaçais comme dans un rêve, ma petite valise roulant silencieusement derrière moi. Puis le train vers l'ouest, vers la mer. Arriver à Quiberon était comme entrer dans une autre dimension. La gare d'Auray, puis le taxi qui longeait la presqu'île. L'hôtel était un sanctuaire moderne de verre et de bois blanc, posé face à l'océan Atlantique. L'air, en sortant du taxi, m'a fouetté. Il n'avait pas l'odeur de la poussière de papier et de la colle. Il sentait le sel, les algues, l'iode, et une liberté infinie, presque violente. L'enregistrement fut rapide, silencieux. Le personnel était d'une politesse exquise. On ne m'a pas posé de questions. Ma suite. C'était un mot que je n'avais jamais utilisé pour moi-même. Ma suite. Elle était plus grande que tout mon appartement de Besançon. Des tons de blanc, de beige et de bleu. Et la fenêtre, ce n'était pas une fenêtre. C'était un mur de verre. Un mur de verre qui donnait directement sur l'océan déchaîné. Le son des vagues s'écrasant sur les rochers, 50 mètres plus bas, était la seule musique. J'ai laissé tomber mon sac. J'ai marché jusqu'à la vitre. L'océan. Pas la Méditerranée calme et polissée. L'Atlantique. Brutal, gris, puissant. Comme la rage que je commençais à peine à ressentir. J'ai défait ma valise. J'ai enfilé le peignoir blanc, épais et doux comme un nuage. J'ai commandé un plateau de fruits de mer en service d'étage. Puis je me suis regardé dans le grand miroir de la salle de bain en marbre. La femme qui me fixait avait l'air épuisée. Ses yeux étaient cernés, ses cheveux attachés à la hâte. Mais il y avait une lueur dans son regard. Une lueur que je n'avais pas vue depuis l'accident de la Twingo. C'était de la défiance. « Qui es-tu » ai-je murmuré à mon reflet. « Et qu'as-tu fait de la gentille Héloïse » Après des heures de silence radio, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai rallumé mon téléphone. J'avais besoin de savoir. J'avais besoin de la confirmation. Ce fut une erreur. Ou peut-être était-ce la confirmation dont j'avais besoin. L'appareil a failli me sauter des mains, vibrant frénétiquement. Comme un animal enragé. 15 appels manqués. 32 messages. Un barrage. Une avalanche de culpabilité et de colère. Où es-tu ? Ton père est hors de lui. Tu nous fais honte. Ma mère, qui n'intervient jamais, qui est la complice silencieuse depuis 30 ans. Héloïse, c'est quoi ce post Instagram ? C'est une blague ? Tu te fous de moi ? Faustine est furieuse. Elle pleure. Appelle-moi maintenant. Tu es en train de tout gâcher. Sidoine. Je t'ordonne de supprimer ça tout de suite et de m'appeler. Tu fais honte à la famille. Tu es irresponsable. Mon père. Honte à la famille. C'était moi, celle qui avait toujours tout encaissé, qui faisait honte. Pas Sidoine, le menteur, l'irresponsable. Pas mon père, le complice. Moi. Chers auditeurs, vous connaissez cette sensation ? Quand l'orage que vous avez toujours redouté et nettoyé éclate enfin, mais que vous n'êtes pas là. Étonnamment,
je ne me sentais pas coupable. Je ne me sentais pas anxieuse. Je me sentais légère. Libérée. J'ai lu les messages sans émotion. J'ai regardé leur nom clignoter. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai ouvert mes contacts. Sidoine. Bloquer ce contact. Confirmer. Père. Bloquer ce contact. Confirmer. Mère. Mettre en sourdine les notifications. On a frappé à la porte. Mon plateau de fruits de mer. Des huîtres de Bellon, des crevettes, un demi-homard. J'ai ouvert une demi-bouteille de muscadet du minibar. J'ai rempli la baignoire géante d'eau brûlante et de sel de bain. J'ai posé le téléphone, face vers le bas, sur la table de nuit. Quel que soit l'incendie qui se déclarait à Colmar, ils devraient trouver leur propre eau. Ils devraient apprendre à nager. Moi, j'étais au milieu de l'océan, et pour la première fois de ma vie, je ne coulais pas. Je flottais. Le lendemain matin, je me suis réveillée au son des vagues, pas à celui de mon alarme. La lumière grise de l'aube filtrait à travers les voilages. J'ai dormi 12 heures. Je ne pense pas que cela me soit arrivé depuis l'université. J'ai pris mon petit déjeuner sur ma terrasse privée, enveloppée dans le peignoir. L'air marin était vif, presque agressif. Il sentait la vie. J'ai mangé un croissant au beurre salé en regardant les vagues s'écraser. Pas de téléphone. Pas de message. Juste le bruit du vent et de l'eau. J'avais débloqué Léonie. Ma seule ligne de vie vers le monde réel, ou plutôt, vers leur monde irréel. J'avais besoin d'un témoin. Juste au moment où je terminais mon café, elle a appelé en vidéo. Son visage est apparu, l'air conspirateur. L'image était instable. Elle était dans une salle de bain, le son de l'eau coulant en arrière-plan. Elle chuchotait. Hello. Dieu merci, tu réponds. Tu vas bien? Ton post Instagram, c'est épique. Tout le monde est ici, à Colmar. Et c'est la panique. Je vais bien, Léo. Mieux que jamais. Raconte-moi. Écoute, dit-elle en baissant la voix, je n'ai pas beaucoup de temps. Le cocktail de bienvenue commence dans 1 heure. Mais je devais te dire ce que j'ai entendu. C'est horrible. Quoi donc? Je suis arrivée tôt avec mes parents. Faustine et sa mère, la redoutable Madame Blanchard, étaient dans le grand salon, en train de briefer le traiteur. Je suis allée aux toilettes, qui sont juste à côté. Elle ne savait pas que j'étais là. J'ai attendu, mon café se refroidissant dans mes mains. Léonie a pris une voix pincée et snob pour imiter la mère de Faustine. Heureusement que cette petite Héloïse n'est pas venue, finalement. Franchement, chérie, je ne sais pas ce que Sidoine lui trouve. Avec son petit boulot artisanal, elle aurait fait tâche. Mon croissant s'est transformé en carton dans ma bouche. Artisanal. Un mot craché comme une insulte. Attends, ce n'est pas fini, dit Léonie, sa propre colère vibrant dans sa voix. Faustine a ri. Un petit rire aigu, comme un oiseau. Elle a dit, je sais, maman. Et puis, franchement, elle est tellement sérieuse. Elle n'a aucun sens de l'humour. Elle aurait cassé l'ambiance avec ses airs de Calimero. C'est Sidoine lui-même qui l'a dit. J'ai posé ma tasse. Le monde tournait légèrement. Casser l'ambiance. Mon sérieux. Le sérieux de celle qui doit gérer les comptes pendant que les autres font la fête. Le sérieux de celle qui doit trouver 2000 € en urgence un samedi soir. Le sérieux de celle qu'on accuse d'avoir crashé une voiture à 16 ans. Mais le pire, continua Léonie, sa voix se brisant d'indignation pour moi, c'est ce que Sidoine a ajouté. Il est arrivé à ce moment-là. Il leur a apporté du champagne. Et Faustine lui a dit, on parlait de ta sœur. Et il a ri. Il a dit, ah, Héloïse. Laissez tomber. De toute façon, elle m'aurait sûrement demandé de lui rembourser ce qu'elle m'a prêté. Elle a toujours été jalouse de moi, vous savez. Jalouse de ma réussite. Le choc m'a laissé sans voix. Ce n'était pas un oubli. Ce n'était pas une question de liste serrée. C'était du mépris. Un mépris de classe, de la part de Faustine.
Un mépris familial, de la part de Sidoine. Ils ne m'avaient pas exclu parce qu'ils n'avaient pas de place. Ils m'avaient exclu parce qu'ils avaient honte de moi. Honte de mon travail. Honte de ma sérieuxité. Et Sidoine, il n'avait pas seulement menti aux autres. Il avait menti sur moi. Jalouse? J'étais leur banque. J'étais leur thérapeute. J'étais leur bouc émissaire. Mais à leurs yeux, j'étais juste jalouse. Léonie a dû voir le choc sur mon visage. Hello? Tu es là? C'est horrible, je sais. Je suis tellement désolée. Non, ai-je dit, ma voix étonnamment calme. Ne sois pas désolée. Tu m'as ouvert les yeux. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais aller à mon premier soin, ai-je dit. Un enveloppement d'algues. Apparemment, c'est très bon pour la peau. J'ai raccroché. La vérité était bien pire que ce que j'avais imaginé. Et elle était étrangement, douloureusement, libératrice. Je ne fuyais pas une famille qui m'avait oubliée. Je m'échappais d'un groupe de personnes qui me méprisaient activement, tout en profitant sans vergogne de ma gentillesse. J'ai regardé l'océan. La colère était passée. Maintenant, c'était juste, du vide. Et la certitude absolue que j'avais pris la meilleure décision de ma vie. J'ai pris une décision radicale. J'ai éteint mon téléphone. Pas en mode silencieux, ni en mode avion. Complètement éteint. Le petit bruit de l'appareil qui s'éteint était incroyablement satisfaisant. Je l'ai rangé dans le coffre-fort de la chambre, à côté de mon passeport. Je me suis offert ce que Sidoine et ma famille ne m'avaient jamais donné, la paix. Le silence radio. Le forfait, détox et sérénité, a commencé. Mon premier rendez-vous était un enveloppement d'algues. Une expérience étrange. On m'a enduite d'une boue chaude et sombre qui sentait l'océan à marée basse, puis on m'a enroulé comme un sushi dans une couverture chauffante. Plongé dans le noir, avec une musique douce. Il n'y avait rien d'autre à faire que d'être là. Respirer. Et c'est là que j'ai pleuré. Pas de grosses larmes de tristesse ou de rage. Des larmes silencieuses. Des larmes de soulagement, de fatigue. C'était comme si je me débarrassais de 30 ans de saleté émotionnelle, de concession, de « laisse tomber ». Les larmes se mélangeaient à la boue d'algues sur mon visage. C'était un baptême. Après, je me sentis légère, ma peau douce, mon esprit vidé. J'ai passé l'après-midi à marcher. Pas une petite promenade. J'ai longé la côte sauvage. Le nom était approprié. Ce n'était pas une plage de cartes postales. C'était un chaos de rochers déchiquetés, de falaises battues par le vent, et de vagues énormes qui s'écrasaient dans un bruit de tonnerre. Le vent giflait mon visage, emportant les dernières bribes de culpabilité. Je me sentais petite, mais pas insignifiante. Je faisais partie de ce chaos. Le soir, je ne voulais pas rester seule dans ma suite. J'ai mis une robe simple, la seule jolie que j'avais emportée, et je suis descendue au restaurant de l'hôtel. Un endroit magnifique, tout en vert, surplombant l'océan illuminé par la lune. On m'a installée à une table pour une. J'ai commandé un verre de Sancerre et j'ai ouvert un livre. Excusez-moi, est-ce que cette place est prise? J'ai levé les yeux. 2 femmes, d'une 60aine d'années, me souriaient. Elles avaient l'air élégantes, mais fatiguées. Nous sommes là pour le week-end, et toutes les tables pour 2 sont prises, dit la première, qui avait des cheveux argentés coupés courts et des yeux pétillants. Non, je vous en prie, ai-je dit, surprise. Je suis seule. Elles se sont assises. Et nous avons commencé à parler. Elles s'appelaient Brigitte et Marcel. Brigitte était une PDG de Paris, en plein burn-out. Mon médecin m'a dit que si je ne venais pas ici immédiatement, ma prochaine destination serait l'hôpital, a-t-elle ri d'un rire sec. Marcel était une veuve de Lyon, qui fêtait son premier anniversaire de mariage sans son mari. J'ai décidé de le fêter là où il aurait voulu m'emmener, a-t-elle dit doucement. Elles m'ont demandé ce que je faisais là. Et pour la première fois, je n'ai pas menti. Je n'ai pas dit « je suis en vacances ». Je crois que je suis en train de m'échapper, ai-je admis. Brigitte a levé son verre. Alors, trinquons à l'évasion. C'est le meilleur motif. Elles m'ont demandé ce que je faisais dans la vie.
Quand j'ai commencé à parler de mon travail, de la restauration de livres, de l'odeur du papier, de la précision du gaufrage alors, leurs yeux se sont illuminés. Mais c'est un art incroyable, s'est exclamé Marcel. Vous devez avoir une patience d'ange. Vous sauvez des trésors. Quelle précision, a ajouté Brigitte. Vous préservez l'histoire. C'est un travail magnifique. Vous devez être très demandé. Personne, dans ma famille, n'avait jamais parlé de mon travail avec autant de respect. Pour eux, c'était un petit boulot artisanal, un hobby un peu bizarre qui ne rapportait pas assez. Nous avons parlé pendant des heures. Elles ont parlé de leur vie, de leurs pertes, de leurs batailles avec leurs enfants, leurs entreprises. Elles ne m'ont pas jugée. Elles ne m'ont pas dit que j'étais trop sérieuse. Elles m'ont écoutée. Vous savez, Héloïse, m'a dit Brigitte en fin de repas, posant sa main sur la mienne. Parfois, les gens les plus forts sont ceux qui passent leur vie à s'occuper des autres. Ils plient, mais ils ne cassent pas. Mais le jour où ils décident d'arrêter de plier, le jour où ils se redressent, c'est là que le monde autour d'eux tremble. J'ai réalisé quelque chose d'incroyable. J'ai réalisé que, parfois, des inconnus rencontrés dans un spa peuvent vous voir et vous comprendre mieux que votre propre sang ne l'a jamais fait. Si vous avez déjà vécu cela, si vous avez déjà trouvé du réconfort aux endroits les plus inattendus, faites-le moi savoir dans les commentaires. J'aimerais lire vos histoires. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas la sœur de Sidoine, la fille de Martial. J'étais juste Héloïse. Et j'étais intéressante. En rentrant dans ma chambre, je me sentais pleine. Pas vide. J'ai décidé de récupérer mon téléphone dans le coffre, juste pour vérifier l'heure de mes soins du lendemain. Je l'ai rallumé. L'écran s'est illuminé comme un sapin de Noël. 30 appels manqués. 42 messages. Tous de Léonie. Cette fois, ce n'était pas de la curiosité. C'était de la pure panique. Mon cœur s'est serré. Qu'est-ce qui avait bien pu se passer? J'ai à peine eu le temps de déverrouiller l'écran que le téléphone s'est remis à sonner. Léonie. J'ai décroché, mon cœur battant la chamade. Léo. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Ce que j'ai entendu n'était pas la voix de Léonie. C'était du chaos. En arrière-plan, j'entendais de la musique, le quatuor à cordes, sans doute, qui s'arrêtait brusquement. Puis des cris. Des verres qui se brisent. Et une voix d'homme, Sidoine, qui hurlait quelque chose d'incompréhensible. Héloïse. Dieu merci, tu réponds, halta Léonie, sa voix à peine audible par-dessus le vacarme. Elle chuchotait, elle aussi. C'est l'apocalypse. C'est un désastre total. Je suis caché derrière un rideau. Ralentis, Léo. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le grand dîner, non? Le dîner? C'est la Troisième Guerre mondiale, oui, elle a crié à voix basse. Je ne sais même pas par où commencer. C'est au-delà de tout ce que j'ai pu imaginer. Commence par le début, ai-je dit, m'asseyant sur le lit luxueux, l'océan paisible à ma fenêtre contrastant violemment avec le chaos que je recevais. D'accord. Sidoine. Évidemment. Il était, complètement ivre-mort. Depuis le début de la soirée. Il buvait du crémant comme si c'était de l'eau. Il n'a pas arrêté depuis le cocktail de bienvenue. Il était bizarre. Trop bruyant. Je n'étais pas surprise. Sidoine n'avait jamais suggéré l'alcool. Surtout pas quand il était le centre de l'attention. Et alors, continua Léonie, reprenant son souffle, pendant le discours du père de Faustine, Sidoine n'arrêtait pas de ricaner. Et puis, il a commencé à flirter. Mais pas discrètement. Ouvertement. De manière dégoûtante. Avec Chloé. La demoiselle d'honneur principale de Faustine. Sa meilleure amie. Quoi? Devant tout le monde? Devant tout le monde. Il lui touchait le bras, lui chuchotait à l'oreille. Faustine les regardait de l'autre bout de la table d'honneur. Son visage. Héloïse, j'ai cru qu'elle allait le tuer. Elle devenait rouge, puis blanche, puis cramoisie. J'ai fermé les yeux, visualisant la scène.
La catastrophe en marche. Et Faustine? Elle a fait quoi? Elle a attendu, dit Léonie. Elle a attendu la fin du discours. Elle s'est levée. Tout le monde pensait qu'elle allait porter un toast. Elle a pris la bouteille de crément qui était dans le seau à glace sur la table. Elle a marché, très calmement, jusqu'à Sidoine. Il riait avec Chloé. Oh non. Aussi. Elle n'a pas dit un mot. Elle a pris Sidoine par le menton, et elle lui a vidé la bouteille entière, glacée, sur la tête. J'ai laissé échapper un petit son, mélange de choc, je dois l'admettre, d'une satisfaction primaire. Il y a eu un silence de mort. L'orchestre s'est arrêté. Et c'est là qu'elle a hurlé. Je veux dire, hurlé. Tout est fini. Espèce d'idiot arrogant. Elle a arraché sa bague de fiançailles, elle l'a jetée par terre, et elle est partie en courant, suivie de toutes ses demoiselles d'honneur. Mon Dieu! Mais attends, cria Léonie, s'excitant. Ce n'est pas fini. Sidoine, trempé de crément, humilié, et complètement saoul, a eu une réaction, de Sidoine. Il s'est levé d'un bond, a hurlé « Faustine », et dans sa rage, il s'est retourné et il a donné un coup de poing. Mais il n'a pas frappé une personne. Qu'est-ce qu'il a frappé? Un des fûts de chêne. Léonie gloussa presque hystériquement. Un des fûts de chêne centenaire qui décore la salle de réception. Il s'est cassé la main, c'est sûr, il hurle de douleur. Il a fait sauter le cerclage en métal. Il y a du vin qui fuit partout sur un tapis perçant hors de prix. C'était trop. C'était une comédie tragique. Et ton père, halta Léonie, martial. Il essaie de gérer la situation. Ce qui veut dire qu'il est en train de hurler sur le père de Faustine, le propriétaire du domaine, en disant que sa fille a provoqué Sidoine. Le père de Faustine menace d'appeler les gendarmes. Ils viennent de couper la musique. Je pouvais voir la scène. Mon père, rougeau, aggravant tout. Ma mère, sans doute cachée dans les toilettes. Et Sidoine, assis par terre, pleurant sur sa main cassée et son ego brisé. Le même cirque. Le même chaos. J'étais sur le point de raccrocher, fatiguée de ce drame sans fin, quand Léonie a dit « Attends, Héloïse. Ça empire. Ils se disputent à propos d'argent, maintenant. Oh mon Dieu. Je crois que je viens de comprendre pourquoi tu n'étais pas invitée. Tu ne vas jamais croire ça. » Mon sang s'est glacé. Qu'est-ce que tu entends par là? Quel argent? Léonie avait baissé la voix, chuchotant si bas que je devais tendre l'oreille. Le chaos semblait s'être calmé, remplacé par une tension palpable. Je me suis cachée près de la porte de l'office, dit-elle. Sidoine est toujours saoul, mais il crie n'importe quoi. Il est en train de se disputer avec ton père, juste devant le père de Faustine, qui est livide. J'écoutais, le silence de ma chambre de spa n'étant rompu que par le halètement de ma cousine. Sidoine vient de hurler, reprit Léonie, sa voix tremblant d'indignation. Il a crié, c'est de ta faute. C'est toi qui m'as dit de le faire. J'ai dû prendre l'argent. Cette fête coûtait une fortune. J'ai dû prendre l'argent du fonds fiduciaire. Tu m'avais promis que tu le remettrais avant qu'elle ne s'en aperçoive. Le fonds fiduciaire, ai-je répété, la gorge sèche. Le mot m'a frappé. Grand-mère Odette. Notre grand-mère paternelle. La seule de la famille de mon père qui m'ait jamais vraiment vue. Une femme sage, économe, qui avait vu clair en ses enfants. Elle était décédée il y a 5 ans. Dans son testament, elle avait été très précise. Elle avait laissé la majorité de ses biens à des œuvres de charité, parce que mes enfants n'ont pas le sens de l'argent, avait-elle écrit. Mais elle avait mis en place un petit fonds fiduciaire pour Sidoine et moi. 10 000 € chacun. Votre filet de sécurité, nous avait-elle dit avant de mourir. À n'utiliser qu'en cas de véritable urgence. Une mise de fonds pour un logement. Des frais médicaux. Pas pour des bêtises. Mon argent. Les 10 000 €. L'argent que je n'avais jamais touché. C'était mon « au cas où ». Héloïse, dit Léonie, sa voix brisée, je crois qu'il parle de toi. Je crois que elle, c'est toi. La pièce se mit à tourner. Ce n'était pas seulement les 2 000 €.
Ce n'était pas seulement l'exclusion. Ce n'était pas seulement le mensonge de « trop occupé ». C'était un vol. Un détournement. Ils ne m'avaient pas invité, non pas parce qu'ils avaient honte de moi, non pas parce que je cassais l'ambiance. Ils m'avaient exclu parce qu'ils avaient peur. Peur que je sois là. Peur que je pose des questions. Peur que, dans une conversation, je dise « Ah, au fait, Sidoine, tu me dois toujours 2 000 €. » Peur que je découvre qu'ils avaient pillé mon héritage, mon filet de sécurité, pour payer un traiteur parisien, un quatuor à cordes, et impressionner une famille snob. Et mon père. Mon père était complice. Tu m'avais promis que tu le remettrais. Il savait. Il avait laissé Sidoine me voler. Il avait peut-être même suggéré l'idée. J'étais tellement sous le choc que je n'ai pas pu répondre. La trahison était si profonde, si noire, qu'elle m'aspirait. Mais attends, dit Léonie, un nouveau ton dans la voix. Un ton d'admiration. Attends. Oh mon Dieu. Grand-mère Odette. Quoi? Elle est morte, Léo. Non, pas elle. Ta grand-mère maternelle. Odette. Elle est là. Quoi? Elle est venue? Grand-mère Odette, ma grand-mère maternelle, était l'opposé de la famille de mon père. Silencieuse, forte, juste. Oui. Je l'avais à peine vue. Elle était assise dans un coin, près du feu, observant tout, comme une reine. Elle vient de se lever. Je pouvais entendre un silence soudain en arrière-plan. Le chaos s'était tu. Elle marche droit sur Sidoine, murmura Léonie. Il pleure toujours à propos de sa main. Elle s'est arrêtée juste devant lui. Elle le regarde. Maintenant, elle regarde ton père. Léonie retenait son souffle. Elle vient de parler. Tout le monde l'a entendu. Qu'est-ce qu'elle a dit? Léonie a pris une inspiration. Elle a dit, d'une voix claire comme du cristal, une voix qui a coupé le silence, voilà ce qui arrive quand vous excluez le seul cerveau de cette famille. Sidoine, tu n'as pas seulement perdu ta fiancée ce soir. Tu vas avoir affaire à mon avocat. Et toi aussi, Martial. Tu as 24 heures pour rembourser ta fille. Chaque centime. Y compris les 2 000 € qu'il lui doit depuis 6 mois. Il y eut un silence de mort au téléphone. Elle s'est retournée vers le père de Faustine, continua Léonie, et elle a ajouté, « Je vous présente mes excuses pour le comportement de ces deux imbéciles. Je vous enverrai un chèque pour couvrir les dommages du tonneau. Et pour la bague. Héloïse, elle, vaut mieux que tout ça. » Un bruit de micro a grésillé. Léonie? Léonie? Elle est revenue. Désolée. Je me suis cachée. C'est la débandade. Le père de Faustine vient d'annuler le reste de la fête. Les gens partent. C'est fini. Puis sa voix est redevenue anxieuse. Héloïse, tout le monde te cherche. Enfin, ta mère et Sidoine. Ils disent que tu dois venir. Que tu es la seule qui peut réparer ça. Sidoine pleure que tu dois appeler grand-mère Odette, lui dire que c'était une erreur, que tu lui pardonnes. J'ai pris une profonde inspiration, la première vraie bouffée d'air depuis des jours. Elle avait le goût du sel et du fer. Réparer ça. Ces deux mots ont résonné dans le luxe silencieux de ma chambre. Réparer. C'était mon étiquette. Ma fonction. Héloïse, la restauratrice. Celle qui répare les livres, les cœurs brisés, les comptes en banque, les Twingo accidentés, et maintenant, apparemment, les fûts de chêne centenaire. J'ai regardé par la fenêtre. L'océan était sombre, mais je pouvais voir la première lueur de l'aube, une ligne violette à l'horizon. Une nouvelle journée. Une nouvelle vie. Héloïse? Tu es là? Qu'est-ce que je leur dis? La voix de Léonie était tendue, au bord de la panique. J'ai souri. Un vrai sourire, pour la première fois. Un sourire qui venait du plus profond de moi. Léonie, ai-je dit, ma voix calme, posée, et aussi froide que l'Atlantique en novembre. Tu vas faire quelque chose pour moi. N'importe quoi. D'abord, tu vas trouver grand-mère Odette. Tu vas la serrer dans tes bras pour moi.
Et tu vas lui dire que je l'aime. Et que j'ai hâte de l'inviter à déjeuner. Ici, à Quiberon. Je paierai. Il y eut un petit rire étouffé. D'accord. Je le ferai. Et pour Sidoine? Et ton père? Pour Sidoine, ai-je dit, en me levant et en marchant vers la baie vitrée, tu vas lui dire qu'il sait où trouver l'avocat de grand-mère. Et que mes 10 000 euros, plus les 2 000, avec intérêt, doivent être sur mon compte avant la fin de la semaine. Sinon, ce n'est pas à l'avocat de grand-mère qu'il aura affaire. Ce sera au mien. Héloïse, tu es géniale, dit Léonie avec une admiration palpable. Non, ai-je dit. Je ne suis pas géniale. Je suis juste fatiguée. Vraiment, vraiment fatiguée. Maintenant, je dois te laisser. J'ai un enveloppement d'algues tôt demain matin, et je compte bien en profiter. Mais, ils vont te harceler. Ton père, ta mère? Je ne crois pas, non. J'ai raccroché, avant qu'elle ne puisse répondre. J'ai pris mon téléphone. J'ai regardé les numéros de Sidoine et de mon père, toujours bloqués. J'ai ajouté celui de ma mère à la liste. J'ai hésité. Elle était faible, mais elle était ma mère. J'ai soupiré. Je l'ai juste mise en sourdine. Pour toujours. Puis j'ai fait quelque chose d'encore plus libérateur. J'ai éteint le téléphone. Complètement. Je ne l'ai pas rallumé le lendemain. Ni le jour d'après.